Ma deuxième douce ce soir. On peut presque se dire que... bienvenue à tous. On est ensemble jusqu'à 10h30 et essayer de partager le temps à peu près moitié-moitié et de présentation. Ça ne me semble pas très clair, etc. Vous n'êtes pas très nombreux ce matin, vraiment intimiste, donc c'est OK pour moi de répondre à vos questions aussi un peu au fil de l'eau si ce n'est pas très clair. Je suis Bérangère Mocry, je suis coach en management et en organisation. J'interviens en entreprise auprès des dirigeants, des managers et de leurs équipes pour les accompagner dans l'amélioration de leur fonctionnement humain et relationnel. Management, de gestion du stress, la gestion de leurs équipes et leur vision stratégique. Généralement, on fait appel à moi. Mes clients, ils ont en commun d'avoir envie de développer leur entreprise en améliorant leur qualité relationnelle et managériale. Du coup, je vais vous proposer de m'aider. Est-ce que vous connaissez ces personnes-là? Ouais, allez-y. Qui est-ce que vous reconnaissez et qu'est-ce que vous connaissez de leur histoire? Ouais, allez-y. Alors, en haut à droite, c'est Ray Charles. Ok. En haut à droite, c'est Ray Charles. Ouais, accessoirement. Ouais. Exactement, c'est vraiment quelqu'un. Charles, il va, à la suite d'un glaucome, devenir aveugle. Et effectivement, il va néanmoins, comme vous l'avez souligné, malgré son handicap et aussi le fait qu'à l'époque, il soit noir, connaître un succès mondial. Vous en connaissez d'autres? Pardon. Frida Kahlo, ouais. Vous connaissez un peu son histoire? Ouais. En fait, Frida Kahlo, elle subit un accident son bus est percuté par un tramway et elle va être du coup très gravement blessée. Elle va passer plusieurs mois à l'hôpital, subir beaucoup d'interventions chirurgicales, etc. et rester handicapée. Et en fait, elle dira que la seule chose qui l'a maintenue en vie, c'est le fait de pouvoir peindre et c'était l'art. Et est-ce que vous connaissez la troisième? Alors, la troisième, c'est Mélodie Gardot. C'est une chanteuse. Elle est peut-être un peu moins connue. Et Mélodie Gardot, en fait, elle a un peu aussi cette histoire-là. En fait, elle va subir un accident de vélo. Elle est percutée par une voiture. Elle va passer plus d'1 an à lutter. Elle subit nombre et nombre d'opérations. Et elle va même garder une forme d'hypersensibilité visuelle qui fait qu'elle porte toujours des lunettes noires. Et elle dit aussi que tout ce qui lui a permis de survivre pendant cette année où elle était alitée, où elle a été gravement blessée, c'est la musique, c'est le fait d'avoir sa guitare et c'est ce qui lui a sauvé la vie. Pourquoi je vous parle de ces gens-là? Parce qu'en fait, ces gens-là, en fait, ils nous parlent de résilience et ils en parlent aussi, aussi pour eux. Alors, résilience, devenu un mot très à la mode depuis 1 an. Et c'est, vous voyez, je vous ai remis, ça a commencé par l'opération résilience, où on met l'armée en ordre de marche pour le Covid en mars 2020. Aujourd'hui, on a la loi climat et résilience, on a les balles de tennis qui sont résilientes, les pneumatiques qui sont résilients, et l'aparté, c'est sans aucun jugement de valeur, mais même Ophélie Winter, maintenant, elle est résiliente. Donc, c'est un peu, moi, ce qui m'a donné aussi l'envie de venir partager avec vous ce matin,
c'était le fait que ce mot de résilience qu'on commence à entendre, enfin qu'on entend depuis un an partout, à la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, le risque, c'est que ce mot-là, qui a quand même un impact hyper fort, ça devienne un mot valise. Un mot valise, c'est un mot en fait qu'on emploie à tout bout de champ et qui non seulement perd un peu de sa portée, mais va aussi du coup perdre beaucoup de son pouvoir de transformation. Parce que c'est devenu un mot qu'on utilise à tout bout de champ et dans n'importe quel domaine. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de se demander ce que c'est la résilience. Ensuite, de regarder pourquoi est-ce que, puisque comme on l'a vu, la résilience, c'est du domaine physique jusqu'au bal de tennis, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le monde de l'entreprise? Et puis ensuite, comment est-ce que vous pouvez aussi mobiliser votre pouvoir de résilience? Il y a différents moments où je vais peut-être vous proposer, en fonction du timing, que je ne maîtrise pas trop, de faire des petits exercices. Donc, si vous avez du papier, un crayon, ou sur vos ordi, je vais vous proposer de réfléchir à certaines thématiques. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité pour un corps, un organisme ou un système de retrouver ses propriétés initiales après une altération. C'est aussi, du coup, par extension, la capacité d'une personne, d'une équipe, voire d'une société, à résister à une épreuve brutale et en tirer parti pour se renforcer. En fait, la résilience, c'est assez ancien. Moi, je me souviens, si vous voulez, il y a un an, quand on a commencé à parler de résilience, avoir échangé avec des proches qui m'ont regardé et m'ont dit « De quoi tu parles? La résilience, c'est quoi ?» Je leur expliquais, ils me disaient « Mais ton explication, elle est encore plus compliquée que le mot en lui-même. » La résilience, c'est très ancien. Au départ, c'est vraiment appliqué sur la science des matériaux, c'est-à-dire que c'est la capacité qu'a un matériau à retrouver sa forme initiale après avoir subi un choc. C'est je tape et je reviens. Ensuite, la résilience, elle va être appliquée notamment dans le champ de la psychologie. Et chez nous, une personne qui est très connue, c'est Maurice Cyrulnik, qui va beaucoup travailler sur le champ de la résilience. Donc, vous voyez, je vous ai remis un peu l'historique jusqu'à aujourd'hui, l'opération résilience. L'idée, c'est qu'à un moment, que je parle de matériaux ou d'humains, je subis un choc. J'ai un état qu'on peut appeler d'agonie psychique, un état de sidération. Et ensuite, tout doucement, je vais pouvoir incorporer ce choc et en faire quelque chose. Il y a aussi, vous pouvez trouver le terme de croissance post-traumatique, c'est-à-dire à un moment, il y a quelque chose de très difficile qui m'arrive. Et tout doucement, en fait, après cet état de sidération, je vais réussir à incorporer et peut-être même je vais réussir à aller un peu plus loin que là où j'étais. Il y a cette idée aussi dans la résilience de transformation, c'est-à-dire que la science initiale autour des matériaux et de la physique, elle dit j'ai une forme initiale, je subis un choc et je reviens à ma forme initiale. Dans la résilience et dans la croissance post-traumatique, il y a cette idée de j'ai une forme initiale, je subis un choc, et derrière, je ne vais pas reprendre exactement la même forme. Je vais peut-être aller un cran plus loin. J'opère un processus de transformation. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le choc, en fait, parce que ce qui est difficile d'imaginer, c'est comment, après un choc, je peux revenir exactement à mon état initial si je parle d'humain et si je parle de psychologie. Forcément, quand je l'intègre, je vais être un peu différent après. Mais c'est en quoi je suis différent et en quoi peut-être, du coup, je vais pouvoir aller un cran plus long. Je ne sais pas si vous avez vu mon premier slide, c'était on peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir. Et c'est comment est-ce que finalement, quand j'absorbe un choc, une difficulté, eh bien, peut-être derrière, je vais en ressortir grandi. Juste, les limites de ça, c'est que
Aujourd'hui, comme on parle beaucoup de résilience, le travers, ça peut être de se dire qu'on peut tous y arriver. Or, il y a des gens qui ne vont pas y arriver. Et c'est OK. Il y a des gens pour lesquels ça va être plus compliqué. Aujourd'hui, il y a des gens pour lesquels c'est très compliqué. Il y a des gens qui surmontent l'épreuve de ce qu'on vit depuis un an et il y a des gens pour lesquels c'est plus compliqué. Et donc, le fait qu'à un moment, la résilience, ça devienne quelque chose de très universel, qu'on emploie tous les jours, etc., pour certains, ça peut être d'intégrer le fait que, mais en fait, moi, je ne vais pas y arriver. Moi, j'y arrive. Donc, c'est juste pas automatique et c'est pas un état, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire que derrière le processus, il y a l'idée qu'il y ait plusieurs étapes et derrière le processus, il y a aussi l'idée qu'il faudra du temps. Moi, ce qui m'a semblé un non-sens, c'est comment très rapidement, justement, je crois que l'opération résilience, c'est le 25 mars 2020. On est confiné le 17. Opération résilience. On est au cœur du truc. On est au cœur du traumatisme. Ça fait une semaine qu'on est en confinement, etc. Résilience, ce sera dans longtemps. À cette date-là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas absorbé le choc, etc. Mais à cette date-là, au 25 mars, moi, ça m'a semblé juste sidérant de se dire non, mais en fait, le choc, là, on y est. On est dedans. Et ça va durer. Celui qui a beaucoup œuvré pour la résilience, c'est Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, vous connaissez un peu son histoire? Non. Alors, il se définit lui-même comme résilient. Il n'y a pas trop de hasard dans la vie. Hein. Les gens qui bossent sur certains sujets en général, surtout en matière de psychologie, souvent des gens qui ont eux-mêmes vécu et traversé des épreuves. Boris Cyrulnik, il naît, je crois, en 1933. Peut-être que je vous dis des bêtises, mais voilà. Il n'est pas très vieux quand la guerre éclate. Et il va perdre, en fait, ses deux parents pendant la guerre. Donc, au sortir de la guerre, je crois qu'il a moins de 10 ans. Je crois qu'il est né après 1933. Et il est orphelin. Et en fait, toute sa vie, il va travailler à comment est-ce que je me sors des difficultés, comment est-ce que, même en partant à la base avec dans un milieu social défavorisé ou avec beaucoup de difficultés à la base, comment est-ce que je peux quand même grandir dans des conditions qui soient OK. Je vais apprendre à la dire. Je vous ai dit, donc la résilience, c'est d'abord, au départ sur les matériaux, et ensuite on va l'ouvrir au champ de la psychologie. Dans la psychologie, le concept, il est applicable à deux phénomènes. Le phénomène de, au départ, je suis un individu qui va grandir dans une situation, dans des situations familiales défavorables, voire pathogènes, et pour autant, je vais réussir à m'en sortir et à grandir de manière, si ce n'est normale, au moins correcte, et à m'adapter socialement. Donc ça, c'est la première chose. Je grandis dans des conditions difficiles et pour autant, je vais m'en sortir. Et la deuxième chose, le deuxième concept, la deuxième situation dans laquelle le concept il est applicable, c'est globalement dans mon enfance, ça a été, mais à un moment, plus tard, je vais subir un ou plusieurs traumatismes et je vais réussir à les dépasser et à grandir malgré ça. Vous voyez, ça peut être appliqué vraiment à deux moments. Amy Werner, c'est une des premières dans les années entre 1950 et 1960 qui va faire des études avec des enfants, presque 600 enfants qui grandissent dans des conditions très défavorables, très défavorisées, très maltraitées. Et elle va suivre pendant plusieurs années ces enfants pour s'apercevoir qu'en fait, donc eux, ils subissent un stress très, très important du fait de ces conditions de vie. Et elle écrit ce bouquin qui s'appelle Vulnerable but Invisible. Je peux à un moment être vulnérable, mais pour autant, je vais être invincible. Pour autant, je peux y arriver. Et c'est le résultat de ces travaux avec ces enfants
c'est de dire, en fait, je peux subir des stress très, très soutenus et dans la durée, connaître des difficultés importantes, mais pour autant, je peux m'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont s'en sortir? Parce que dans ces 600 enfants, tout le monde ne va pas s'en sortir. Mais une majorité s'en sort bien, une autre partie s'en sort très bien, et il y a une partie des gens qui ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qui explique qu'il y en a qui s'en sortent et qu'il y en a qui ne s'en sortent pas? Aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a, c'est un peu multi-critères, multifactoriel. Il y a ce qui se passe dans mon corps, il y a ce qui se passe en termes d'affect, il y a aussi ce qui se passe dans ma tête. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que il y a deux mécanismes qui sont à l'œuvre. Le premier, c'est que ça dépend essentiellement de la certitude que j'ai que je peux m'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment, sur le chemin de ces enfants, il y a eu des gens, il y a eu des rencontres, il y a eu un affect, quelque chose qui a fait qu'ils ont acquis cette certitude qu'ils pourraient s'en sortir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la manière dont, les deux choses sont intimement liées, c'est la manière dont j'imagine les choses. Donc, je crois que moi, je peux m'en sortir et j'imagine que je peux le faire. Et ça, c'est vraiment... l'environnement, ensuite, il va être il peut être déterminant, mais dans tous les cas, c'est l'interaction entre mon environnement et ce que moi, j'ai au fond de moi. Je pense qu'à la fin, je saurai me servir de la zapette dans le bon sens. Le premier exercice que je voudrais vous proposer, ça, c'est la grille de mon rapport au monde, c'est-à-dire le sentiment que j'ai d'avoir une prise sur ce qui peut se passer dans ma vie. Vous voyez, il y a deux axes. Le premier, c'est j'ai aucune prise sur ce qui se passe dans ma vie. Et tout en haut, c'est j'ai le sentiment d'avoir une capacité à agir sur ce qui se passe. Et ensuite, vous avez, ne me demandez pas les abscisses, les ordonnées, je sais. Mais vous voyez bien. Et du coup, il y a ensuite la manière dont je perçois le monde. C'est super important, c'est cette idée de perception. Est-ce que je perçois le monde plutôt comme un risque ou est-ce que je perçois le monde plutôt comme une opportunité? Et en fonction de mon sentiment de pouvoir agir sur mon environnement et de ma perception du monde comme un risque ou comme une opportunité, alors je vais avoir un rapport au monde, le sentiment de pouvoir agir qui va être différent. Posez-vous la question. Posez-vous une minute. Où est-ce que vous vous situez, vous, sur je n'ai pas de prise ou j'ai beaucoup de prise et le monde est risqué, le monde est opportunité? C'est bon pour vous? On a vu ce que c'était la résilience. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire ce que la résilience n'est pas. La résilience, ce n'est pas la résistance. Dans la résilience, il y a cette idée qu'il y a une dimension de résistance, mais il y a surtout le besoin d'accepter que je vais devoir prendre en charge et je vais devoir m'adapter. Si je suis dans le déni, si je me dis que ça n'existe pas, il y a peu de chances pour que j'arrive à rebondir. L'idée, c'est de réussir à intégrer le choc et ensuite de pouvoir rebondir. Donc, j'ai besoin de m'adapter au réel et j'ai besoin de me dire que je ne fais pas que résister. Vous voyez, si je reprends les matériaux, si je fais que résister, alors je ne vais pas pouvoir absorber le choc. Donc, c'est cette idée qu'il y a une dimension de résistance, mais il y a surtout un besoin de prendre en charge. La deuxième idée reçue, c'est que les résilients, c'est des gens à part. En fait, non, c'est chacun d'entre nous a des capacités de résilience. Ça va dépendre d'un certain nombre de critères aussi. On n'a pas tous la même capacité. En revanche, on peut tous apprendre et on peut tous s'entraîner et développer cette capacité-là. La troisième idée reçue, c'est que les résilients restent toujours résilients. Et ça, c'est pas vrai. Vous avez des gens qui ont pu absorber des chocs à certains moments, qui ont pu survivre à des épreuves ou à des difficultés très importantes.
et qui, face à d'autres difficultés, n'y arriveront pas. Et inversement, vous avez des gens qui ont pu subir des chocs et avoir vraiment du mal et qui, à un moment, vont développer cette capacité de résilience. Donc, la résilience vient uniquement de la science des matériaux, ça, je vous en ai un peu parlé. Non, il y a aussi la psychologie. Vous avez aussi le domaine dans lequel c'est souvent illustré, c'est celle de la forêt qui brûle. La forêt qui brûle, à un moment, il n'y aura plus rien. Et pour autant, la vie, elle reprendra derrière. Il y aura quelque chose à faire. Et la résilience, ce n'est pas que l'optimisme et ce n'est pas que le positivisme. C'est vraiment cette idée de regarder les choses en face et de se dire qu'est-ce que je peux en faire. Les Japonais, ils ont du coup une jolie métaphore. C'est celle de... Non, moi, je ne parle pas très bien japonais, hein, je le dis. Kinzuki, je crois que ça dit comme ça. Il y a des gens qui parlent mieux japonais que moi, allez-y. Mais que je trouve chouette, en fait, c'est cette idée qui rejoint cette idée de la résilience, c'est cette idée de... Il y a quelque chose qui s'est cassé et on va le remettre, on ne va pas le jeter, mais par contre, on va le refaire en faisant des petites jointures en or. Et en fait, ça va devenir... C'est cette idée de transformation, un peu comme l'idée de transformation du plomb en or. En fait, c'est comment est-ce que l'objet, je vais le refaire et il va être un peu différent, voire même il va être un peu plus beau après avoir été cassé. Non, j'ai des trucs à vous raconter avant ça. Ouais, quand même. Donc là, on a vu ce que c'était que la résilience. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Du coup, ce que je voudrais aborder maintenant avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer ce concept à l'entreprise et en quoi ça fait sens. Vous allez pouvoir retrouver, je ne vous ai pas ressorti tous les chiffres, je vais vous en citer certains, mais vous pourrez retrouver des études qui ont été menées par Empreinte Humaine. Vous les trouvez sur Internet, vous avez tous les baromètres, toutes leurs études. Ils en ont fait 4 ou 5 depuis mars 2020 sur l'état psychologique des salariés. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, 36% des salariés se disent en dépression et 45% en détresse psychologique. Ce qui est juste énorme. Je ne sais pas comment ça se passe autour de vous. Moi, toutes les semaines, je discute avec des gens qui me disent « Mon manager est parti en burn-out, mon collègue est en burn-out, mon collègue est arrêté. » C'est une réalité. C'était une réalité qui précédait la crise du Covid. Il y avait déjà des burn-out, des phénomènes de détresse psychologique. C'est des phénomènes qui sont accentués depuis un an par ce qu'on a vécu. Le contexte sanitaire, difficile, anxiogène, incertain. Pour certains, économiquement difficile. Le télétravail, pour ceux qui l'ont vécu, voire le chômage partiel. Ce que notent les études, c'est que c'est toujours les mêmes populations, majoritairement, pas exclusivement, mais qui sont concernées. Ces populations, c'est les femmes, les managers, les télétravailleurs, principalement, pas exclusivement. La semaine dernière, j'ai discuté avec une de mes meilleures amies, son plus un est effectivement manager, mais c'est pas une femme et il est quand même en burn-out. Il y a les causes, vous les connaissez, l'isolement, le stress, la pression qui peut être mise, le fait de devoir travailler à la maison et gérer en même temps les enfants, etc. Il y a aussi cette perte du lien social. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de contacts avec mes collègues ou que quand j'ai des contacts, ils se font par le biais des outils ou des chats ou des visios ou du téléphone. Et du coup, non seulement c'est plus épuisant, c'est-à-dire que chercher des signes d'intérêt visuel chez un collègue ou chez mon hiérarchique par l'intermédiaire de Teams ou Zoom, ça me demande beaucoup, beaucoup plus d'attention, donc ça me crée de la fatigue beaucoup plus importante que si je suis de visu. Ça, c'est un premier élément.
et je vais donc être beaucoup plus sujet à la fatigue. Je vais beaucoup moins potentiellement comprendre. On sait que la communication, c'est toujours compliqué. Quand en plus elle se fait que par ces moyens-là, c'est encore plus compliqué. L'autre phénomène qui est à prendre en considération, c'est que du fait de l'épuisement, du fait du stress de manière répétitive, éventuellement de la pression de l'entreprise, hein, quelle qu'elle soit, parce que les chiffres ne sont pas au rendez-vous, parce qu'on est dans des situations difficiles, etc. On a une augmentation de la tension et on a surtout une augmentation des agressions. Vous avez aujourd'hui, je vais vous reprendre les chiffres, si je les ai notés, 10% des salariés qui craignent qu'un de leurs collègues se suicide sur le lieu du travail. En lisant ces chiffres-là, ça m'a semblé énorme. C'est vraiment mon amie avec laquelle j'ai discuté la semaine dernière, elle me dit « Mon boss m'a enfin annoncé qu'il était en burn-out et qu'il était arrêté. » Je dis « Ça fait 3 mois que je lui dis qu'il faut qu'il arrête. » Donc en fait, des fois, même l'entourage se rend compte avant les personnes de ce qui est en train de se passer. Et le manque de contacts sociaux, ça crée souvent une augmentation des risques psychosociaux, ça crée aussi un manque de sens. C'est-à-dire que quand je travaille durablement, à distance, sans trop de contacts sociaux, etc., je peux avoir aussi le sentiment que ça perd un peu de son sens pour moi de travailler dans ces conditions-là. On ne vit pas tous les choses de la même manière. Donc, il y a des gens pour lesquels c'est plutôt OK, ça se passe plutôt bien. Il y a des gens pour lesquels c'est plutôt plus difficile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on n'est pas tous équipés de la même manière pour pouvoir faire face. On ne vit pas tous la même chose et on n'est pas tous égaux dans la capacité à faire face. Donc, dans le concept de résilience, il y a cette idée qu'il y a de la souffrance et qu'est-ce que je fais de la souffrance? Donc là, ce qu'on réalise, c'est que, et ce qu'on vit depuis 1 an, c'est que dans l'entreprise, dans le monde du travail, il y a de la souffrance. Le risque, c'est que je pense qu'il faudrait la faire dans l'autre sens, la ZAF. Moi, ça me parle plus qu'on monte. Le risque, c'est que, et c'est ce qu'on observe, hein, c'est-à-dire que au départ, il y a un confinement, il y a peut-être du chômage partiel, il y a du télétravail, etc. C'est difficile, c'est du stress. Et on retrouve le même phénomène que nous décrivait Amy Werner, c'est-à-dire que c'est du stress qui est soutenu. Et c'est comment est-ce que je fais face au stress soutenu et dans la durée. Et le risque, en fait, c'est que je puisse être victime d'un sentiment de découragement. C'est-à-dire de truc qui est, de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne va pas y arriver. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... il y a eu le premier confinement, et après le premier confinement, les gens ils se sont dit « Ah, ça y est, c'est fini ». Puis finalement, après, on a attendu un peu, mais il y en a quand même eu un deuxième. Et puis un troisième. Alors, dans les conditions, c'était plutôt plus allégé, etc. Mais il y a cette idée, en fait, de « c'est jamais fini ». Et quoi qu'on fasse, en fait, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est un truc qui peut toucher vos collaborateurs, qui peut toucher les individus. Ce sentiment un peu de découragement, voire d'impuissance. Et c'est là, c'est dangereux quand vous sentez ça, le sentiment d'impuissance, parce que c'est celui qui précède juste celui de la résignation. Celui de la résignation, là, il est en mode foutu pour foutu. Donc l'idée, c'est quand c'est vraiment très difficile, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir relativiser. Un des autres pères, entre guillemets, de la résilience, c'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, ça vous parle? Je ne peux pas vous en vouloir, c'est un peu pointu. Alors, pourquoi je vous le cite? Parce que du coup, alors, Viktor Frankl, c'est le père d'une thérapie qui s'appelle la logothérapie. Et Viktor Frankl, il est médecin psychiatre avant la guerre. Décidément, je vous raconte plein de trucs avec la guerre. Désolée. C'est un peu la base. Mais, alors, Viktor Frankl, il est médecin psychiatre, il doit être autrichien, je crois.
Et il est arrêté, déporté à Auschwitz. Et en fait, il va écrire un bouquin, qui est un petit bouquin, si vous avez envie de lire, qui est un petit bouquin qui doit faire une centaine de pages, qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie ». Donc, à la base, il est psychiatre et il décrit dans ce bouquin les différentes phases par lesquelles passent les prisonniers, les déportés. Et dans la première phase, en fait, il dit que les gens, ils gardent de l'espoir. Ça semble fou de là où on se trouve, mais en fait, les gens, ils ont de l'espoir. Il peut y avoir, ça peut se retourner. Les gens, ils sont vraiment dans cette idée de, à un moment, il va peut-être y avoir un petit miracle, je vais peut-être réussir à m'échapper, je vais peut-être, voilà. Ils sont nourris par cette idée de, ça peut se retourner, ça peut s'arrêter, il peut y avoir une autre issue. Et ensuite, ce qu'il nous décrit, c'est que dans cette phase-là, les gens, ils survivent. Malgré les conditions de vie et de travail qui sont très, très difficiles, les gens, ils survivent. Et que c'est en fait à la deuxième phase, quand ils passent le cap de la deuxième phase, que là, ça devient très compliqué, c'est la phase où en fait, ils perdent l'espoir. Ils n'y croient plus. Il va plus, ils sont trop fatigués, il n'y a plus d'espoir, il y a des gens qui meurent autour d'eux, etc. Et à ce moment-là, au moment où il voit, et il le décrit bien dans son bouquin, où il voit les gens qui sont en train de perdre espoir, il se dit que, en tant que psychiatre, il ne peut pas laisser. Il ne peut pas juste se dire que c'est comme ça. Et du coup, il va leur parler, il va prendre sur lui, malgré la fatigue, malgré les traitements, etc. Et il va, en fait, leur dire que ouais, l'espoir est faible. C'est pas certain. Que la situation, elle est grave, mais elle n'est pas complètement désespérée parce qu'ils sont toujours vivants. Et que tant qu'ils sont toujours vivants, eh bien, il y a toujours un peu d'espoir. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il va leur redonner de l'espoir. Ensuite, il va leur dire que soit le suicide, ouais, c'est grave, c'est vraiment pas la fête, mais qu'on peut encore relativiser parce qu'on est toujours vivant. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va les projeter dans le futur et il va leur dire que s'ils ont encore une chance de s'en sortir, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Qu'est-ce qu'ils vont retrouver de leur vie d'avant? Et ça, en fait, il va s'apercevoir que ça marche vachement bien, de les projeter dans... Et après, comment ça pourrait se passer? Et la dernière chose, en fait, qu'il leur propose, ouais, c'est en fait d'imaginer ce qu'ils appellent des tuteurs de résilience. Vous avez peut-être entendu ce terme-là. C'est-à-dire, en fait, il leur demande d'imaginer que leur épouse, leur père, leur mère les regardent là maintenant et leur dit, mais en fait, tu peux t'en sortir. Il peut se passer quelque chose, tu as encore de la force, ça peut marcher. Et ça, dans le phénomène de résilience, c'est un phénomène qui est extrêmement important. C'est comment, à un moment dans ma vie, malgré les difficultés, malgré le sentiment vraiment de je ne vais pas y arriver, il y a quelqu'un sur mon chemin. Alors là, il leur demande de l'imaginer et il leur sert peut-être un peu à ça lui-même, mais il leur demande d'imaginer des tuteurs de résilience, c'est-à-dire des gens qui vont poser sur moi un regard qui est celui de tu peux y arriver, tu peux t'en sortir, ça peut marcher. Donc voilà, ce qui nous enseigne Viktor Frankl, c'est ce qui est à l'œuvre dans la résilience, c'est l'espoir, croire que demain peut être meilleur, être lucide mais relativiser, donner du sens, il y a du sens derrière ça, futuriser, donc imaginer l'après et faire appel à des tuteurs de résilience. Du coup, la question derrière que je dois me poser lorsque je vis des difficultés, c'est quel sens je peux donner à ce que je suis en train de vivre maintenant. Alors moi, c'est ce que j'appelle le cadeau dans l'épreuve, mais il y en a toujours un. Et après, en fait, plus vous l'utilisez, le cadeau dans l'épreuve, et plus vous le trouvez facilement. Là, ce que je vis en ce moment, c'est très difficile, il y a forcément un cadeau. Il y a forcément un truc qui va me servir. Donc, quel sens je peux donner
Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça m'évite aussi de sombrer dans le fait de vivre les situations difficiles comme une victime, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, juste en subissant. Et j'ai toujours, à un endroit, une petite possibilité d'agir. Vous voyez, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, même si l'opportunité, elle est faible, même si elle est vraiment ténue, en fait, j'ai toujours quelque chose. Et ça me donne profondément un sentiment, ce sentiment de pouvoir agir sur mon environnement et de ne pas juste subir. Donc, Viktor Frankl, il va leur demander de regarder vraiment, c'est des tout petits périmètres hein, qui sont les leurs à l'époque dans les baraquements à Auschwitz, ils n'ont pas des gros périmètres, mais il y a toujours un petit truc. Il y a toujours un petit truc que je peux aller gagner qui va me permettre de récupérer 2-3 clopes. Voilà, c'est comment est-ce que, en fait, de tout petits pas, je peux récupérer un peu d'espoir. Les 10 décisions que prennent les résilients. Il y a des choses qu'on a déjà vues. La première chose, c'est la lucidité. Je regarde, il y a des difficultés, il y a de la souffrance, mais je les regarde en face. C'est ça qui va permettre d'entamer le processus de résilience, d'éviter le déni. Il y a de la souffrance, c'est difficile, ok. Je regarde et je me le dis. En revanche, au fond d'eux, les résilients, ils ont pris cette décision que ça va s'arranger. Il y aura une solution. À un moment, ça va s'arranger. Il y a toujours une solution, c'est-à-dire qu'en fait, en général, ce sont des gens qui ont cette capacité à toujours chercher. Ils voient bien le problème, mais ils se disent toujours, non, mais il va y avoir une opportunité, il faut que je me renseigne, que je trouve, il faut chercher, mais ils vont souvent voir des solutions et des opportunités là où les autres ne les voient pas. Du coup, comme ils ont souvent subi des difficultés, des épreuves, ils sont assez à l'affût de là où il peut y avoir du danger. Peuvent être beaucoup, peut-être plus, dans l'anticipation. L'autre chose qu'ils décident de faire, c'est de recourir à leur imaginaire, c'est-à-dire vraiment de recourir au futur en disant il va y avoir un après, et comment est-ce que je peux imaginer cet après? Ça nous parle de l'acceptation de la difficulté, mais aussi de l'impermanence. Et ça, je trouve que, vous savez, alors en coaching, on appelle ça prendre l'hélicoptère. C'est prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation et se dire qu'il y aura un après. Que ce que je vis, c'est difficile, c'est compliqué, mais en fait, il va y avoir autre chose. Peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 an, mais il y aura quelque chose après. L'autre chose que font les résilients, c'est qu'ils acceptent de demander de l'aide. Et ça, c'est pas toujours évident. Mais en fait, on a tous un réseau autour de nous. On a tous des gens qui sont susceptibles, un coup de fil, une discussion, sortir dans un contexte qu'on a connu, c'était pas toujours exactement ça, mais vraiment, et ça donne aussi du sens à ce que je fais. Moi, pendant le premier confinement, j'ai passé un temps fou au téléphone avec des gens, on parlait, mes proches, etc. Ça donnait énormément de sens à mon quotidien. Le fait de pouvoir me dire, en fait, je suis là pour eux. Pour eux, c'est plus compliqué parce que ils ont des enfants, parce que ils ont un mari plus ou moins sympa. Enfin, voilà. Et le fait ça donne aussi du sens et ça me donne de la force que de me dire que je vais pouvoir aider et être dans ce réseau-là et d'accepter de demander de l'aide. Il y a des gens pour lesquels c'est compliqué. On ne va pas se mentir. Il y a des gens pour lesquels demander de l'aide, c'est compliqué. Ça peut parler de mon éducation, d'une forme de sentiment que je dois me débrouiller tout seul, de cette croyance. Une autre décision qu'ont pris les résilients, c'est la croyance que dans tous les cas, ils allaient s'en sortir. Parce qu'en fait, ils ont pris cette décision de se dire qu'ils ont de la chance. Ils regardent leur parcours. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu des moments difficiles. Mais globalement, j'ai plutôt de la chance. Donc, fondamentalement, je vais m'en sortir.
Je ne reviens pas dessus, mais une des décisions, c'est s'appuyer sur des éditeurs de résilience. Ça peut être des réseaux, ça peut être des exemples. À un moment, quand Viktor Frankl il demande aux autres prisonniers d'imaginer des gens, ils ne font que les imaginer. Il y a des gens pour lesquels un tuteur de résilience, ça peut être quelqu'un que je trouve particulièrement exemplaire dans mon domaine d'activité professionnelle ou dans ma vie personnelle. C'est quelqu'un qui m'inspire. Ça peut être un tuteur de résilience. Ça se dire, en fait, si lui, il me regardait, quelle image j'aurais envie de lui donner? Quelle force ça va me donner pour avancer? Et puis, faire des difficultés vertus, c'est comment est-ce que, malgré les épreuves et malgré les difficultés, je vais continuer à apprendre et je vais continuer à grandir. La question que j'ai juste envie de vous poser, juste pour vous, on ne va pas partager, mais sur chacune des décisions, là, si vous deviez vous mettre un score, entre guillemets, petite note, de 1 à 10, vous mettriez quelle note sur chaque? Je ne vais pas relever les compteurs, hein, mais juste prenez une minute pour regarder, moi, en tant que personne face aux difficultés, est-ce que quelle note je me mets sur chaque décision? Je vous invite à le faire maintenant parce que vous savez, de mon expérience, je sais que les devoirs que je donne, en fait, les gens, ils Je pourrais vous dire, vous vous poserez la question ce soir ou ce week-end, mais je sais que vous le faites. Qu'est-ce que ça me permet? Ça permet de prendre conscience, quand je me note sur les 10 décisions, prendre conscience des décisions que j'ai déjà prises. Fondamentalement, j'ai plutôt décidé qu'il y aurait toujours une solution, j'ai plutôt décidé d'être lucide vis-à-vis des situations. Et peut-être que là où j'ai les notes les plus faibles, eh bien, ça peut me donner envie de développer davantage et d'axer mon développement propre pour être encore plus résilient. C'est bon, vous avez tous des bonnes notes? Ok. Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait de la souffrance, qu'il y avait des processus de résilience et que parmi ces processus, il y avait le fait à un moment d'aller chercher des ressources. Et des ressources, en fait, on en a tous. Excusez, je regarde là. On en a tous et on en a tous énormément. Et je voulais juste, pour que vous soyez bien convaincus que vous avez des ressources, que vos équipes ont des ressources, que l'entreprise dans laquelle vous travaillez a des ressources, vous donner un petit exemple d'une femme qui s'appelle, une jeune fille qui s'appelle Émilie, je crois, non, Charlotte. Charlotte Effenmeyer. On est en 2015, on est aux États-Unis. Charlotte, elle a 19 ans, elle fait 1m68, je les ai notés, 1m68, 58 kg. Et en fait, son papa, il est en train de réparer ce truck. Alors, je ne suis vraiment pas familière, il doit y avoir une histoire de pont, de machin, de trucs. Et en fait, le pont va avoir ça s'appelle comme ça, un pont, hein, je ne suis pas trop douée. Enfin, en gros, le truc, il est surélevé et il va marquer une défaillance. Vous allez la retrouver, il y a plein d'articles sur Internet. Et en fait, le pick-up, il va commencer à prendre feu. Et du haut de ses 19 ans, de son 1m68, de ses 58 kilos, sous l'effet cumulé en fait du stress et de l'urgence, elle va réussir à déplacer le truck. Réellement, elle va réussir à le pousser, à le soulever suffisamment pour que lui il puisse s'extraire. Et du coup, elle va soulever son père qui, visiblement, allait mourir sous ce truck, dans le feu, etc. Ce que ça nous enseigne, c'est qu'en fait, j'ai à nourrir un sentiment d'auto-efficacité. C'est qu'en fait, j'ai plus de ressources que ce que j'imagine. Et ça, je ne peux l'expérimenter qu'à partir du moment où je suis dans certaines situations. Et si vous regardez dans votre passé, il y a peut-être des expériences où vous vous seriez imaginé, vous vous remettez, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans en arrière, vous vous dites, oh, si on m'avait dit que j'aurais à faire face à ça,
je me serais dit que j'y serais jamais arrivée. Et finalement, on a tous des ressources. Quand on se retrouve dans des situations un peu compliquées, très compliquées, on a des ressources qu'on n'aurait pas imaginées. Et se connecter à ça, aller regarder, en fait, dans mon histoire, à quel moment j'ai eu des forces que je n'avais pas imaginées, ça me permet aussi de renforcer ce sentiment d'auto-efficacité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, je ne vais pas y arriver. Et finalement, quand je revisite, je me dis, ah ouais, non, mais là aussi, je pensais que je n'allais pas y arriver. Et j'y suis vraiment arrivée. Donc ça vous permet aussi d'aller revisiter vos ressources et vos forces. Et vos forces, ça vous permet de continuer à avancer, de faire face aux difficultés et de faire face au stress. À tel point que, en fait, si on va plus loin dans cette idée d'avoir des ressources, etc., tout est possible. Donc, tout est possible. En fait, je vais vous citer 2 exemples. Le premier exemple, à gauche, c'est 1915. Charlie Chaplin il y a un concours de sosie de Charlie Chaplin, je crois, Los Angeles, San Francisco, Californie. Et Charlie Chaplin, il décide de se présenter au concours. Et en fait, il ne va même pas être dans les finalistes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, alors qu'il est le vrai Charlie Chaplin, mais que les organisateurs, ils cherchent un sosie, dans leur champ des possibles, Charlie Chaplin, il ne peut pas être là. Donc, ils cherchent quelqu'un qui lui ressemble, mais ils ne cherchent pas lui vraiment. Donc, à ce moment-là, en fait, leur vision de qui est là est limitée par leur champ des possibles, et du coup, ils ne voient pas Charlie Chaplin. Et le deuxième exemple, c'est les attentats du 11 septembre. Je suis désolée, hein, on est dans une course sur la résilience, alors du coup, je n'ai pas que des exemples hyper drôles. Mais ce qu'il faut savoir sur les attentats, c'est que dans les archives de tout, la CIA, le machin, tous ces organismes, tout y est. Les attentats, ils sont. Sauf qu'en fait, ça leur semble tellement énorme, le fait qu'à un moment, une organisation puisse prendre des avions, mettre des terroristes à l'intérieur et les faire cracher sur les tours, qu'ils se disent que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont tout pour imaginer et du coup, éventuellement, pour trouver des parades, pour trouver des solutions, pour éviter de faire de la prévention. Sauf qu'en fait, à un moment, quand il y a eu des études qui ont dit « Ah, bah tiens, ça pourrait se produire », les mecs, ils ont fait le truc en disant « Non, mais ça, les avions dans les tours du World Trade Center, laisse tomber, ça n'arrivera jamais. » Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'en fait, on a tous ça en nous. On a tous en nous un champ des possibles sur ce qui peut m'arriver dans la vie, sur ce qui est possible de faire, sur ce qui est possible de réaliser, et puis un autre champ sur j'y pense même pas, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Globalement, ce qui nous est arrivé depuis 1 an était dans le champ des impossibles de tous nos gouvernements. Ne vous inquiétez pas qu'en ce moment, ça bosse. Là, le champ des possibles, il est en train de beaucoup s'étendre sur tout ce qui pourrait arriver dans l'avenir et comment on pourrait y faire face. C'est intéressant de le regarder juste pour vous, de me dire, moi, d'un point de vue personnel ou professionnel, c'est quoi mon champ des possibles? De lister tout ce qui vous semble possible dans les mois, dans les années qui viennent, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui pourrait m'arriver ou tout ce que je pourrais faire, tout ce qu'on pourrait réaliser. Et puis ensuite, d'aller regarder tout ce qui me semble impossible. C'est impossible qu'on signe ce contrat-là avec ce client-là à l'autre bout de la Terre qui représenterait des millions d'euros. C'est impossible qu'on recrute quelqu'un qui aurait ce type de capacité. Et de regarder si finalement, tout ce que je considère comme impossible le devenait. Je ne suis pas en train de vous dire que parce que vous allez lister tous les impossibles et que vous allez vous dire que c'est possible, ça va marcher. Je suis juste en train de vous dire que si vous n'imaginez pas que c'est possible, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Moi, si vous vous dites, OK, éventuellement, c'est possible, alors, à un moment, votre imaginaire va trouver des chemins pour pouvoir y arriver.
Ah, c'est pas. Vous voyez, même quand, du coup, même quand quand je ne veux pas que ça marche, ça marche. Juste 2-3 tuyaux. Ouais, c'est bon, c'est un timing. Sur comment est-ce que vous pouvez davantage mobiliser votre pouvoir de résilience. La confiance, c'est l'ingrédient majeur de la résilience pour faire face et pour rebondir. Quand je vous parle de confiance, je vais vous parler de 3 types de confiance. La première, c'est la confiance en l'avenir. Je crois qu'il va y avoir un après, il va y avoir un projet, j'ai cette foi fondamentale dans l'avenir. La deuxième, c'est la confiance dans l'autre. Globalement, dans l'autre, dans tous les autres. On a tous un écosystème, on a tous des relations, et j'ai besoin d'avoir confiance en l'autre pour pouvoir m'en sortir. Et plus je nourris la relation, plus je nourris les relations en général, plus j'ai confiance en l'autre et plus je vais pouvoir partager. Vous l'avez peut-être expérimenté pendant cette année, plus j'ai des gens autour de moi avec lesquels je peux partager, en qui j'ai confiance dans leur capacité ou à m'écouter ou à m'aider, et moins le fardeau il est lourd à porter. Donc la confiance dans l'avenir, la confiance en l'autre, et la troisième, c'est la confiance en soi. Vous voyez, c'est la petite fille qui est... Et dans la confiance en soi, vous avez 2 choses. Vous avez la confiance dans vos compétences professionnelles, techniques, dans votre capacité à faire, à accomplir. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la confiance ontologique. La confiance ontologique, c'est comment moi je me sens dans mes baskets, comment moi je me vis face aux difficultés. C'est-à-dire cette croyance fondamentale que il va peut-être y avoir des difficultés, il va peut-être y avoir des moments difficiles, mais au fond de moi, je sais que je vais rebondir. Je sais que je vais y arriver. La confiance ontologique, c'est ça. Et ces 3 confiances, en fait, elles bâtissent un socle de capacités, de compétences, de ressources qui vont vous aider à faire face aux enjeux, à affronter les épreuves. La question que je voudrais juste vous poser, juste pour vous, c'est selon vous, pour vous, laquelle de ces 3 confiances vous avez le plus besoin de développer? Pour pouvoir rebondir, pour pouvoir faire face et pour pouvoir rebondir, j'ai besoin de confiance, j'ai aussi besoin de passer à l'action. Et ça, c'est fondamental. De l'importance de prendre... Alors, quand je dis passer à l'action, 2 choses. La première, c'est de toutes ces petites bifurcations qu'à un moment, je peux décider de prendre. L'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment, quand je parle de décision minuscule, c'est celui de l'autostoppeur qui se trouve partir de nulle part, petite route de campagne, etc. Et qui, une voiture qui s'arrête, qui lui dit, bah, en fait, je ne peux pas vous emmener bien loin, mais je peux vous emmener à 2 km sur la route nationale derrière. Là, il y a 2 choix qui s'offrent à l'autostoppeur. Première, c'est de dire, bah, 2 km, moi, je voudrais en faire 500. C'est quand même mal parti. Donc, non. Ou bien, celle de dire, bah, 2 km, c'est qu'un tout petit morceau des 500 que moi, je veux faire. Mais par contre, ça va m'amener peut-être sur une route un peu plus grande. Et sur cette route un peu plus grande, il y aura peut-être plus de trafic. Il y aura peut-être des voitures plus puissantes et qui vont plus loin. Et en fait, ce qui va être déterminant à cet endroit-là, c'est cette petite décision, de ce petit pas, de cette petite bifurcation qui va peut-être changer tout le cours du chemin et des 500 km que j'ai à faire. Donc, moi, ma proposition,
c'est de prendre, c'est quelle décision minuscule face à un projet, face à une chose que vous pouvez prendre. Je crois fondamentalement en une chose, c'est la prime à l'action, mais surtout, c'est l'importance des petits pas. C'est-à-dire, ce auquel je crois, c'est que plutôt que se fixer un objectif très ambitieux, et je ne suis pas en train de dire que les objectifs ambitieux pour l'entreprise, c'est pas bien, mais juste face à un projet quel qu'il soit, c'est de me fixer des objectifs qui sont extrêmement atteignables. Et c'est parce que ces objectifs, ils sont très atteignables que je vais le faire chaque jour et que j'aurai envie de le refaire. J'aurai envie de le refaire parce que j'aurai atteint la veille et parce que ce ne sera pas si difficile. Si je vous prends l'exemple de la course à pied, je peux me dire, tiens, en 3 mois, je vais courir le semi-marathon. Du coup, la semaine prochaine, je vais me faire un petit 10 bornes. Vous ne courez pas. 10 bornes, ouais, ah oui, pour en courir 21 dans 3 mois, il faut que je puisse courir 10 km. La probabilité pour que vous alliez courir 10 km, que vous soyez juste mort à l'issue de ces 10 km, vous n'en pouviez plus, et que du coup, vous n'y retourniez jamais, elle est énorme. Alors que si vous vous dites, dans 3 mois, je vais courir 21 km, du coup, cette semaine, je vais aller courir 2 fois 3 km. Non seulement les 2 fois 3 km, ce sera assez facile, mais en plus, ça va venir nourrir le fait de j'y suis arrivée, j'ai envie de continuer, j'y suis arrivée, c'est pas si difficile et j'ai envie de faire un peu plus. Et c'est ça qui est important, c'est que vous voyez, entre des objectifs très ambitieux, donc à droite, il a décidé de courir 10 km, bon, bah, visiblement, il n'ira pas très long. Mais à gauche, il a décidé de courir à chaque fois 2 km et finalement, c'est celui qui court à chaque fois 2 km qui va réussir à courir mon semi-marathon. Et ça, c'est super important parce qu'on peut avoir cette tentation qui peut être liée à la procrastination, au fait de ne pas s'y mettre, etc. À un moment, de se trouver un peu acculé, de se dire, bon, là, il faut que j'y aille. Il faut que je mette les bouchées doubles, etc. Et ça peut être compliqué parce que finalement, dans la durée, je ne vais pas tenir. Alors que plus je fixe des petits objectifs et plus je vais les tenir et du coup avancer sur mon chemin. C'est un peu le lièvre à la tortue, effectivement. Et du coup, il y a une vraie prime à l'action. C'est-à-dire que c'est vraiment l'action, le fait de commencer quelque chose, même petit, qui va faire que je vais avancer, vraiment. Vous savez, c'est comme marcher ou c'est comme faire du vélo. Pour ne pas perdre l'équilibre, marcher, on s'en rend plus compte. Hein. Mais en fait, marcher, ce n'est qu'un mécanisme de je perds un peu l'équilibre et tout doucement, je vais pas après pas. Pour pouvoir maintenir l'équilibre, pour pouvoir continuer à avancer, bah, je suis obligée de passer à l'action. Du coup, ce que je vais juste vous proposer, c'est, et là c'est pareil, non, c'est pas bon, mais c'est zapette. Je vais vous proposer un petit coaching juste pour vous. Je ne relève pas les copies. Par contre, je vous invite à prendre du papier ou votre téléphone, etc. Et à répondre aux questions. Vous n'avez plus besoin de regarder l'écran parce qu'en fait, il n'y a plus rien d'écrit. Ma première question, il y en a 7. Je ne relèverai pas les copies, on ne partagera pas, sauf si vous voulez. La première question, c'est quel est le mot que vous utiliseriez pour décrire votre émotion intérieure dominante en ce moment? C'est-à-dire par rapport à cette notion de résilience, si on parle de votre état intérieur, quel mot vous pourriez lui donner? 1 ou 2 mots. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Est-ce que c'est plutôt de la joie, de l'appréhension, de la peur, du plaisir, de l'optimisme? Votre état intérieur à vous maintenant. Je peux le faire, Caroline, si tu veux.
La deuxième question, c'est depuis quelques semaines, quelles sont les activités ou les actions que vous avez expérimentées et qui se sont révélées être une ressource positive ou des ressources positives pour vous? Depuis quelques semaines, quelles sont les activités ou les actions que vous avez expérimentées et qui se sont révélées être une ou des ressources positives pour vous? Ma troisième question, c'est quelles ont été les personnes qui ont été et qui sont encore, ou qui sont encore, des ressources positives pour vous? Dans votre entourage, quelles ont été les personnes qui ont été ou qui sont encore des ressources positives pour vous? Je surveille Caro, hein, ils font l'exercice en ligne. Je sais pas. Important. Ma quatrième question, c'est est-ce que vous savez et est-ce que vous pourriez dire pourquoi ces personnes sont des ressources positives pour vous? Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles vous donnent? Est-ce que vous sauriez dire pourquoi elles sont des ressources positives pour vous? Ma cinquième question, c'est la période actuelle nous amène à essayer d'entrouvrir de nouvelles perspectives. Pour chacun d'entre vous, par rapport à demain, qu'est-ce que vous avez décidé? Plus, de faire moins, de faire différemment, d'être différemment. Par rapport à demain, qu'est-ce que vous avez décidé? La sixième question, c'est de quoi avez-vous besoin pour aller vers ces nouvelles perspectives? Éventuellement, qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous auriez besoin? Quels seraient les moyens nécessaires pour aller vers ces nouvelles perspectives? Qu'est-ce qui vous manque? Quels seraient les moyens nécessaires?
Et enfin, ma dernière question, c'est que vous avez envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce que vous venez d'écrire, juste pour vous encourager, pour vous donner des perspectives, juste pour vous, si vous avez envie de rajouter un truc. Merci pour votre participation. En guise de conclusion, je voudrais juste vous rappeler que la résilience, c'est un processus de transformation. Il s'agit d'intégrer l'épreuve pour pouvoir en faire une force et pour pouvoir rebondir. Que pour pouvoir activer le processus de transformation, j'ai besoin d'identifier des ressources et que c'est ensuite grâce à ces ressources que je vais pouvoir mobiliser mon pouvoir de résilience. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous pouvez me rappeler votre prénom? Alors, c'est Axel. Axel. Moi, j'ai une question. En fait, je suis venu vous voir savoir, parce que dans mon entreprise, vraiment, je pense que je peux dire facilement que j'ai la moitié de l'équipe qui est au bord de la rupture. Émotionnellement parlant. Et je ne sais pas comment gérer ça en fait, parce que c'est pas le manager marche. Et du coup, je ne sais pas comment c'est une bonne méthode d'avoir des problèmes avec les différentes personnes, parce qu'effectivement, ça fait que c'est une dynamique, c'est pas facilement fatigué, facilement les humains. Et je sais pas si tu aurais un conseil à donner pour pouvoir aborder ce problème, parce que j'en peux direct et c'était pas forcément les mêmes. Combien il y a de personnes dans vos équipes? Entre 15 et 20, et c'est à peu près la moitié des gens qui sont concernés? Voilà. Alors, j'ai identifié 5, 6 personnes certaines. Pas 100% de personnes. Je vais identifier les 5 ou 6 de façon claire et précise, et je mets les 3 personnes qui sont là aussi. Tu peux peut-être reformuler pour. Pardon. Je pense qu'ils n'ont pas entendu. Du coup, alors la question c'est sur un effectif de 15-20 personnes, il y a entre 5 et 10 personnes qui sont en souffrance identifiée, pas forcément exprimée. Et la question c'est qu'est-ce que je peux faire en tant que chef d'entreprise? Alors. Ah, pardon. Un des collaborateurs. Alors, je suis, mais je fais des choses à côté, mais c'était pas partie de mes fonctions, mais je le vois. Donc la question c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, en sachant qu'il n'y a pas de fonction RH au sein de votre entreprise. C'est ça. Alors, la première chose qui me viendra, en fait, dans ce genre de choses, on établit en général un diagnostic, entre guillemets, ou avec les fonctions RH, ou avec le ou les dirigeants, pour pouvoir ensuite adopter des solutions ad hoc. Les solutions ad hoc, ça peut passer par de l'accompagnement de l'équipe, parce que l'équipe, elle a vécu des choses compliquées, parce qu'il y a peut-être des situations très différentes entre des gens qui ont été en télétravail, des gens qui ont été sur le terrain, etc. Ou de l'accompagnement d'équipe, ou ensuite de l'accompagnement individuel. L'idée, là, au stade où vous êtes, je pense qu'il peut y avoir aussi cette idée ou de faire des actions de sensibilisation ou d'ouvrir des espaces de parole, que les gens ils puissent au moment de dire ce qu'ils ont vécu au sein des équipes.
moi j'ai fait ça depuis un an, quand les gens sont revenus au travail, etc., ils avaient vécu des situations pas toujours de la même manière, et on a ouvert des espaces de parole de façon à ce que les gens expriment ce qu'ils avaient vécu et qu'ensuite ils puissent construire ensemble. Donc, de manière très pragmatique, je vous dirais d'en parler avec votre dirigeant et que lui puisse à un moment décider de ce qu'il peut proposer. L'important, c'est que les gens ils aient le sentiment, la conviction qu'ils peuvent échanger, que ce soit au sein de l'entreprise, en dehors de l'entreprise, et puis de voir dans quelle mesure un accompagnement est nécessaire, qu'il soit individuel ou collectif. Il faut que ça vienne de lui, de lui dans le sens où c'est compliqué pour un collègue, on peut être très empathique, on peut être avoir envie d'aider, etc. Ça reste quand même qu'à un moment, ça peut relever d'un professionnel qui soit un professionnel de l'accompagnement, voire un professionnel en dehors de l'entreprise, du type psychologue, etc. Voilà. Je vous en prie, ça. Oui. Pour revenir sur votre solution, quand vous parlez d'espace des parents, vous faites piloter par quelqu'un d'extérieur, vous le faites en interne, vous faites intervenir quelqu'un en spécialiste Alors, soit au niveau RH dans l'entreprise, il y a des gens qui sont en capacité d'ouvrir ces espaces-là et de les entendre. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, en fait, que ce soit quelqu'un d'interne, parce qu'il y a des choses de l'ordre de la souffrance en dehors du travail ou de la souffrance au travail que je ne vais pas exprimer face à quelqu'un qui est en interne, parce que je peux craindre de ce qu'on va en penser, éventuellement derrière ce qui peut se passer, etc. Donc, ma préconisation, c'est plutôt de faire intervenir quelqu'un d'extérieur, qui, du coup, va être avec un code déontologique de confidentialité, etc. Est-ce que tu as des questions dans le chat, Karine? Alors, ce que j'ai répondu à Axel, c'est échanger avec son dirigeant. Je vous en prie, je vais juste attendre. Bon, en même temps, Calogero, il est hyper simple. C'est OK. D'échanger avec son dirigeant pour pouvoir, en fait, peut-être faire établir un diagnostic et juger de l'opportunité de faire intervenir quelqu'un d'extérieur pour un accompagnement qui soit ou individuel ou collectif, qui relève éventuellement d'un accompagnement de type coaching ou qui relève d'un accompagnement de type psy. Et à ce moment-là, ce n'est pas forcément l'entreprise qui le prend en charge. Lorsque on des situations d'équilibre, aller par exemple chercher une référence à quelqu'un qui a la même difficulté que nous, qui lui sont sortis, est-ce qu'on va le mettre dans l'imaginaire ou dans le futur de... Alors, tout dépend de ce que lui, il a décidé d'en faire. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est quelqu'un que moi j'ai identifié comme ayant été en capacité de surmonter des épreuves, ça peut être un exemple pour moi. Et ce qui va faire pour moi la différence entre c'est juste quelqu'un d'exemplaire dont j'ai envie de m'inspirer et vraiment un tuteur de résilience. Un tuteur de résilience, en fait, il va faire cet acte volontaire d'avoir envie d'aider les gens. Et qui dit acte volontaire dit aussi travail sur soi, etc. Le risque juste à se servir d'un tuteur de résilience, de juste quelqu'un qui a traversé des épreuves, c'est qu'il peut aussi, je peux traverser des épreuves, mais pas forcément avoir la capacité à accompagner quelqu'un d'autre à traverser des épreuves. Est-ce que c'est clair? Est-ce que les personnes en visio ont des questions à poser? N'hésitez pas aussi. Non, je suis d'accord.
Alors, en tant que manager, et c'est bien pour ça que, vous savez, tout à l'heure, les populations à risque sur la détresse psychologique, le burn-out, etc., j'ai les femmes, les télétravailleurs, les managers. Parce que les managers, ils se retrouvent toujours un peu déjà entre... d'un côté, des équipes, et notamment depuis un an, des équipes qu'il faut soutenir, pour lesquelles on attend d'eux qu'ils soient plutôt à l'écoute, qu'ils soient dans le soutien, dans l'encouragement, etc. Et puis, parfois, une hiérarchie qui dit, bah ouais, mais il faut quand même que ça délivre, quoi. Le tout à distance. Moi, je mets en général les managers et les RH dans le même... un peu dans la même situation, c'est-à-dire de personnes dont on attend, notamment depuis un an, qu'elles soient beaucoup dans le soutien des équipes face aux difficultés, alors qu'elles-mêmes, elles vivent aussi parfois des situations extrêmement compliquées. Donc, je suis d'accord avec vous, un manager peut être très à l'écoute, peut être très empathique. Le seul conseil que moi je vous donnerais, je pense que ce que vous pouvez cranter, c'est d'être attentif aux signaux faibles. C'est-à-dire ce que nous disait Axel tout à l'heure, c'est-à-dire je vais être plutôt attentif au fait qu'à un moment, il y a du découragement, il y a de l'agressivité, je vois un changeant chez mes collaborateurs. Après, je pense que vous ne pouvez pas faire beaucoup plus que ça, que essayer d'adapter au mieux, d'être à l'écoute au mieux, mais ce qui est à un moment de la prise en charge d'un collaborateur qui est ou en détresse psychologique ou limite en burn-out, c'est pas de votre fonction. Et qu'à un moment, je pense que c'est même salutaire pour vous de pouvoir prendre du temps aussi pour vous, parce que c'est compliqué. Ils vont vous dire que c'est à vous de faire. Ah ouais. C'est compliqué, mais j'ai dû faire un job, je suis RH, mais d'avoir le soutien et l'oreille attentive dans une disposition, etc., enfin, une difficulté à nous, et de devoir, je prends, je suis ici, et c'est compliqué. Même on a vu, voilà. Non. Ouais. Moi, depuis un an, tous les managers que j'accompagne, je leur dis à chaque fois une chose, c'est pour pouvoir continuer à prendre soin des autres, parce que globalement, en tant que manager ou en tant qu'RH, j'ai plutôt ça à cœur. J'ai plutôt le fait d'être dans le soutien, etc. Mais pour pouvoir continuer à le faire, il faut que je prenne soin de moi. Et d'en prendre soin de moi, il y a... faire des horaires à rallonge, pouvoir faire du sport, des loisirs, etc. pour me régénérer. Mais il y a aussi à un moment savoir se protéger. Alors moi, je suis très surprise, je crois tout à fait, sur le fait que les psys du travail vous disent que c'est à vous de faire. Mais à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, quelque part, c'est leur job, justement, en tant que psychologue du travail, nous en tant que coach, etc., d'accompagner les gens. Donc, parce qu'actuellement, on est sur une démarche IPS. Oui. En contact, on est sur une démarche IPS. En effet, c'est vrai, on a des psychologues du travail, on a l'inspection du travail, voilà, c'est aussi des gros dossiers des entreprises IPS. En ce moment, actuellement, où la charge est importante. On est en réorganisation, voilà. Et sans ça, même si nous accompagnent, ça reste à nous de porter le projet à la Et quand on n'est pas forcément moins la même chose, moi, c'est je travaille sur quelque chose du coup, je pense qu'on aura l'occasion d'explorer. Je ne veux pas voter en touche, mais du coup, pour pas... Ouais, exactement. Ça demande des ressources. Et des ressources qui ne sont pas seulement en interne. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez, j'ai des ressources, mais j'ai aussi un réseau.
J'ai aussi que quand on parle de tuteur de résilience, etc., c'est-à-dire j'accepte aussi de demander de l'aide. Je ne dis pas que l'aide, c'est gratuit, pas toujours, mais voilà, j'accepte aussi de demander de l'aide. Quel que soit mon niveau, à un moment, je me dis que tout seul, je peux peut-être avancer, mais qu'en fait, à plusieurs, eh ben, on va un peu partager le fardeau. Est-ce que ça ne dépend pas que se connaître soit avec son style? Parce que parfois, Aussi, ouais, vous avez raison. Bien se connaître soi-même avec ce que je suis capable de faire, mes forces, mais aussi mes limites et ce qui va être compliqué pour moi. Ouais, vous avez raison. Oui. Quelques chiffres que vous citiez, vous même mesuré, qui est presque des indicateurs de dégradation du Covid. Une petite remarque dans ma question. Pour un côté dangereux, je trouve qu'on mesure plus aujourd'hui les indicateurs du Covid. Il y a des chiffres antérieurs à ça, pour voir la dégradation, parce que c'est quasiment un indicateur qui existait, mais qui était assez. Pas très utilisé, puis d'un coup on peut même mesurer, donc on fait un constat qui est assez alarmiste. On a les chiffres d'avant, parce que quelque part ces situations-là existaient, etc. Alors on est de plus en plus, la Chine de plus en plus, mais quelque part c'est un côté très politique, mais on s'alarme des chiffres-là. Ça existait déjà avant. Peut-être que c'était peut-être pas mesuré de la même manière, et même pas en plus. C'est toujours ce côté dangereux. C'est assez émotionnel ici, on tire l'alarme. Des gens qui n'ont pas confiance en soi, que le stress de travail, ça a toujours existé, alors est-ce que ça se dégrade, etc. Donc là, on a une mesure qui est précise, ce qui existait avant. Mais vous retrouverez sur Empreinte Humaine, les baromètres existent depuis assez longtemps. Ils ont, et vous retrouverez, c'est pour ça que je ne vous ai pas assommé de chiffres, mais le constat, c'est que ça s'est accentué, effectivement, depuis un an, parce que, et vous avez tout à fait raison, avant ça existait, parce que le phénomène de plus de pression, de stress, je gère moins bien, il y a pour moi beaucoup cette idée aussi d'urgence, de rapport au temps, tout était toujours pour hier. Vous avez une forme dans le travail aujourd'hui d'instantanéité qui fait que ça met quand même beaucoup les gens sous pression. Et ce qui s'est rajouté, c'était ce phénomène d'isolement avec le télétravail et ce phénomène de contexte anxiogène. Donc oui, ça s'accentue. Oui, ça existait avant. Et oui, des chiffres, vous en trouverez et avant et maintenant. Dans les chiffres que vous citez au début, il y a des gens qui peuvent être efficients, parce que sinon, ça fait que tout le monde est en situation de détail. Non, c'est 45%. Ça fait 80% des gens qui ont mal et. Ouais, alors, c'est 45, dont 36, vous avez tout à fait raison. On est effectivement, je ne pense pas à 90% des gens dans l'entreprise qui vont mal. En revanche, il y a des vraies disparités. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'il y a eu beaucoup de télétravail, parce que l'entreprise elle a continué à pouvoir avancer à peu près au même rythme, ou parce que pour plein de raisons. Mais globalement, on a des phénomènes d'accentuation. Moi, j'ai suivi depuis un an, majoritairement à distance, des gens qui, en plus, me disaient, quand on était en période de couvre-feu, vous vous souvenez, la différence confinement, couvre-feu, me disaient, ah ouais, parce qu'on est en confinement. Je dis, bah non, en fait, on est juste en couvre-feu. Oui, mais en fait, Bérangère, tu vois, quand la journée, elle commence à 8h, qu'elle se finit à 20h, que j'ai eu des réunions, voire qui ont commencé à 7h30 le matin, que quand j'ai une demi-heure de trou entre midi et 2, il y a mon plus un qui me colle un petit point, comme si, en fait, je ne mangeais pas, et que les réunions, elles se finissent à 19h30. Je dis, en fait, à un moment, ce phénomène-là, dans certaines entreprises, pas dans toutes, mais dans certaines entreprises, est vraiment accentué. L'amplitude horaire,
Les amplitudes horaires, le fait qu'on charge, tu n'as pas de temps de déplacement, tu n'as pas, même entre deux réunions, tu as juste à recliquer, décliquer. Le phénomène de fatigue. Parce qu'il y a aussi plein de choses qui, à distance, se font moins facilement. Il y a des choses qui se font plus facilement et il y a des choses qui se font moins facilement. Donc, qui font que l'info, je vais plus la chercher, etc. Donc, globalement, ce qu'on observe avec plus de phénomènes d'épuisement et de stress psychologique est une réalité dans beaucoup d'entreprises. Pas dans toutes, mais c'est une réalité. Ça découle d'un mode de management qui a accentué par le Covid. Comme un peu, vous pouvez toujours chercher à mettre mieux les collaborateurs, parce que donné qu'on ne change pas le mode de management, on va exactement pour les faits, c'est-à-dire on va soigner à la fin, si vous n'avez pas la suite, ça change rien. Il va essayer de faire plaisir, on donne bonne confiance, on va mettre en place des psychologues, des psychiatres, etc. Si vous ne changez pas le mode de management. Ma préconisation, elle est toujours beaucoup plus d'agir au niveau de la direction et du management que d'agir au niveau des collaborateurs. Les collaborateurs, à un moment, je peux mettre en place en tant qu'entreprise éventuellement système d'accompagnement d'équipe, on va se parler, on va essayer de mettre en place des choses de manière un peu différente. Mais globalement, si j'agis sur cette base-là de collaborateurs, mais qu'au niveau de la direction, je ne travaille pas sur des modes de management qui soient différents, des modes de communication qui soient plus adaptés. Et si sur la ligne managériale, je n'ai pas une intervention sur comment est-ce que j'accompagne mes collaborateurs ou comment je grandis dans mon rôle de manager, effectivement, je suis d'accord avec vous. On va pouvoir en faire beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Ouais. La résilience, c'est grosso modo, c'est la capacité à rebondir, la confiance en soi, avec le côté que tout est possible à celui qui croit, avec le côté que tout est possible à celui qui croit, donc tout le monde n'y arrivera pas. Et donc derrière, on bascule dans un état où en faire, si on n'y arrive pas, faire de la confiance en soi. Donc comment on gère ça dans l'activité? Il y a cette idée, moi dont je suis profondément convaincue, c'est que effectivement tout le monde n'y arrivera pas, mais que chacun peut faire un peu. Alors, quelques écoles, on aura pas un bout de chemin. Ouais. Et moi, je crois fondamentalement aux tuteurs de résilience, quels qu'ils soient, dans l'entreprise et en dehors. Je crois fondamentalement au fait qu'à un moment, je peux être dans les difficultés, etc., et que quelqu'un va me tendre la main, va porter sur moi un regard qui va venir me dire, mais en fait, je peux y arriver. Et que ce dont je pense beaucoup, nombre d'entre nous peuvent souffrir dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu cette idée du déterminisme, c'est-à-dire cette idée de parce que je suis à cet endroit-là, de toute façon, je n'irai jamais bien beaucoup plus loin, et parce que la situation, elle est comme ça, elle restera comme ça. Et moi, c'est quelque chose à titre personnel que je combats énormément. Je crois fondamentalement au fait qu'à un moment, les gens ils peuvent faire plus, faire mieux que ce qu'ils font actuellement. Ce qui ne veut pas dire que je vais tirer tout le monde vers la direction générale, mais c'est ce qui veut dire que à un moment, si je porte ce regard et que je dis à l'autre, mais tu peux y arriver. Je me vois bien, regarde, commence par là, etc. Et que je suis dans l'encouragement, que je suis dans la culture du feedback, c'est énormément de critères et énormément d'éléments. Mais oui, les gens, ils ont cette capacité à grandir et à prendre confiance. Et aussi parce que, et on parlait de système de management, je vais éventuellement aussi mettre un système de management en place qui soit plus responsabilisant. C'est-à-dire que la confiance, c'est aussi ça grandit aussi en fonction de ce que je suis en capacité de faire, ce qu'on me laisse faire, les responsabilités qu'on me laisse, petit à petit, en fonction de mon domaine de compétences, etc. Mais ça, c'est super important. Parce que la confiance, c'est pas juste ça se décrète. Je pense que je très intéressant c'est la résilience n'est pas que le même que c'est ça. C'est le même de façon. Mais tant que tout le monde n'est pas meilleur que les politiciens. Ouais, aussi parce que justement, on peut regarder l'épreuve qu'on a traversée.
C'est je traverse l'épreuve et quand en plus je regarde que je l'ai traversée, ça me donne encore le sentiment plus d'efficacité, plus d'avancer et de grandir. Et du coup, ouais, je peux être encore un cran plus loin que là où j'étais avant. Je suis d'accord. Si c'est bon pour vous, je ne sais pas quelle heure il est, mais ouais, on n'est pas trop mal. 10h15. Voilà, et ben, vous avez le temps de boire encore un café. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de questions sur le chat? Okay. Merci à vous. Au revoir.